Bien, bonsoir, donc sixième session de cette année, de cette saison. Ce soir, c'est une soirée centrée sur un speaker local, Julien Mouton, que beaucoup de gens connaissent, et ceux qui ne le connaissent pas vont apprendre à le découvrir ce soir. Bonsoir. Donc une soirée, donc Julien Mouton, encadré en milieu hostile. Donc le milieu hostile, c'est ici peut-être, je ne sais pas. Je vais définir ça. Tu définiras le milieu hostile. Donc merci donc au milieu hostile, donc à Alméris, à Samy, à Épinouer, milieu plus ou moins hostile. Merci aux partenaires, donc les universités XWiki, Aurélie, Lizima, et puis voilà. Et Jailbreak, les gens intelligents, avec qui on peut faire plein de choses et pas que des erreurs. Hein? J'en parle aussi. Un petit coucou aux amis, donc aux amis de Carmontech en particulier, parce que donc Julien, éminent membre fondateur de Carmontech. Le vice-président, le président, il est là. Le président est là. Deux événements, c'est la semaine prochaine, pour faire deux en une semaine. Donc une happy hour le 28 mai, il n'y a plus de place, enfin comme d'hab. Et puis un DSDev le 27 mai. Un petit coucou à nos amis de Clermont-JS, dont le président est ici. Et puis un petit coucou à nos amis de la Cube. Alors je ne sais pas s'il y a des gens de la Cube dans la salle. Non, il n'y a personne de la Cube. Donc il faut. Hein, coucou. D'ailleurs, j'en profite pour dire que ce soir, on est en pleine expérimentation. Donc, on retransmet en live les présentations sur Hangout. Et donc, ce soir, on retransmet aussi les slides. Donc, normalement, les gens qui sont sur Hangout voient les slides avec la tête de Julien incrustée pendant qu'il parle. Donc, c'est un essai. Donc, on va essayer de pérenniser l'approche. Et puis, prochaine soirée, le 19 juin. Donc, on aura Alexis Moussin-Pouchkine. Donc, qui était déjà venu pour la toute première du Jug il y a quasiment 3 ans. Donc, Alexis, et pour ceux qui ne le connaissent pas, il est responsable des relations développeurs Europe chez Google. C'est un mec qui a beaucoup d'expérience dans l'open source, comment on fait du business avec de l'open source. Il a longtemps bossé chez Sun, à l'époque où ça existait encore. Et puis voilà, donc je pense que ce sera assez intéressant, à la fois pour sa base et aussi par les discussions qu'on fera plus bonnes. Donc voilà, et donc, je vais relaisser la parole à Julien. Donc merci à Méris, Serli et Épinouer pour les sous qui permettent de payer le buffet, de faire venir les gens, même si on a payé un ticket de tram. J'ai oublié de prendre. Pour qu'ils viennent ce soir, et puis bonne soirée. Je profite de ça. Et donc tu as 2 heures à peu près, comme d'hab ici. Ouais, ça dépendra un peu de la stabilité du milieu. Je sais pas trop combien de temps ça va durer, on verra en fonction de vous et de ma part. Ça devrait tenir dans les 2 heures. Donc on va manger. Hop, est-ce que ça marche? Oui, ça a l'air. Est-ce que la régie c'est bon? La régie c'est bon. Attention, on est au Jug et tout ici, c'est des gens qui sont plutôt comme il faut, en chemise, en cravate, donc il y a une régie, il y a un peu tout qui se fait bien. Non, en fait, je dis ça, mais l'idée ce soir, c'est de ne pas trop se troller. Je suis un peu en minorité dans le coin, donc j'aimerais qu'on fasse une présentation sérieuse, même si j'ai pas mis la cravate. Si vous voulez, je pourrais mettre tout à l'heure le t-shirt à Valjac pour montrer que c'est sérieux. T'as pas le choix. Ouais, plus tard, quand ça deviendra sérieux. Là, pour le moment, on est dans la présentation. Donc bonsoir, je m'appelle Julien Mouton. Vous pouvez me trouver sur Twitter, sur GitHub, sous le pseudo The Mouette. Et ce soir, on va parler un peu de un retour d'expérience un petit peu. Ça commence à faire un moment que je suis dans le front. Donc le front, on va le voir tout à l'heure, mais c'est un peu ce qui se passe dans le navigateur. Donc depuis 2005-2006, c'est un peu mon domaine de prédilection, ce qui m'a permis d'avoir quelques expériences, dont des milieux qui ne sont pas centrés sur le front. Et je vais vous raconter un petit peu ça et comment on peut interagir quand nous on est front-end dev et qu'on s'intègre à une équipe qui est par exemple en costard, cravate et qui fait du Java. Non, j'ai arrêté le prod, j'avais demandé, j'en ai pas. Donc voilà. L'idée donc du front-end développeur, c'est quoi? C'est le mec donc qui vit dans son navigateur.
ce gars qui vit dans son navigateur, son rôle, c'est d'écrire le markup, de styler l'application, de gérer l'ergonomie, de gérer aussi tout ce qui est interaction avec les utilisateurs. Donc pour ça, il va faire du JavaScript. Et de gérer l'accessibilité aussi. Bon, il a plein d'autres rôles, mais c'est essentiellement ça ce qui définit un front-end développeur. Accessoirement, il doit aussi porter des converses. Et c'est nécessaire. Sinon, après, on ne peut pas rentrer dans la grille et on ne peut pas être recruté et tout ça. Voilà. Donc rapidement, maintenant qu'on a vu tout ce que c'était qu'un front-end développeur, je vous en saurai beaucoup plus à la fin, puisque on va détailler un petit peu tout ça, mais c'est plutôt l'introduction. On va voir ce que c'est qu'un milieu hostile, et l'idéal pour définir un milieu hostile, c'est prendre quelques exemples. Donc j'ai pris quelques exemples. Le premier, c'est dans le désert. Donc dans le désert, c'est vraiment hostile, c'est un endroit où il faut faire très attention, il y a du sable qui rentre dans les ventilos des ordinateurs. Alors, si jamais vous devez programmer dans le désert, prenez un duvet, la nuit il fait froid. Et il faut prendre de l'eau aussi parce que on se dessèche. Le deuxième milieu hostile, c'est la jungle. Alors là, moi ce qui m'est arrivé, c'est que je me suis fait attaquer par lui, là, ça doit être un puma, et j'ai perdu mon ordinateur. Donc attention aux animaux sauvages dans la jungle, c'est le retour d'expérience qu'on pourrait faire. Et le dernier milieu hostile dont j'aimerais parler, c'en est un où j'ai pas vraiment de conseils. J'ai beau essayer et je sais pas trop quoi vous dire là-dessus. Alors en fait, c'est un peu du travail, mais un IDE, ça représente des techniques de travail, des problématiques que le développeur a, et une manière de les résoudre. Donc c'est des choix qui sont faits, ça peut être un consensus général, comme Eclipse, NetBeans, ce serait pareil, IntelliJ, ça rentre aussi dans cette case-là. Donc ça permet de gérer un ensemble de process et de faciliter la vie d'un développeur dans son écosystème. Donc Eclipse, à la base, c'est quand même fait pour le développeur Java, par des développeurs Java, et je pense que ça répond exactement à leur problématique. Il y a sûrement des plugins qui sont très bien faits pour d'autres domaines, mais en tout cas, dans le front, j'en ai essayé plusieurs, et ça ne répondait pas à mes problématiques, tout simplement parce qu'on n'est pas à cet état de maturité où on peut avoir un IDE, en fait. On a plein de choses aujourd'hui qui ont émergé, on a plein de problématiques qu'on va voir ensemble, et on ne peut pas répondre avec un IDE comme celui-là à toutes nos petites problématiques qui viennent à un instant T. Donc, l'idée, c'est de vous faire vivre un petit peu ma vie de front-end dev et de vous montrer quelles sont les problématiques auxquelles je suis confronté tous les jours. À partir de là, on verra comment on les résout dans mon univers en tout cas. Ensuite, on verra comment on peut intégrer ça dans un autre univers. Comment on peut faire cohabiter, parce que c'est de ça qu'on va parler, cohabiter les méthodes de travail du front avec les méthodes de travail. C'est essentiellement centré sur Java, mais je pense que ça marche pareil dans le monde PHP, ça marche pareil dans le monde C# ou .NET. Donc l'idée, c'est de manière générale comment on peut cohabiter ensemble. Donc, ma vie au front, elle est essentiellement, elle dépend essentiellement des navigateurs. La première problématique à laquelle on est confronté tous les jours, c'est qu'il y a 1331 spécifications au W3C. 1331, ça commence à faire. Enfin, en tout cas, c'était le nom qu'il y avait lundi. À pas grand chose près, ils étaient à 1337, et ça aurait été drôle, mais désolé, les chiffres sont là. Ensuite, on a plein d'implémentations. Si on regarde simplement, dans ceux qu'on connaît, le navigateur, bon, on va avoir Internet Explorer, dans une pléthore de versions. On va avoir Opera. On va avoir Firefox. On va avoir Safari. On va avoir Chrome. Et ça, c'est juste les plus connus. En fait, il y en a plein. Et donc, déjà, on a ces 5-là. Et derrière, on a plein de systèmes d'exploitation différents. Donc, ces systèmes d'exploitation différents, ils vont avoir des implémentations des navigateurs différents. Et on va se retrouver avec d'autres bugs, d'autres problèmes. À ça, il faut rajouter le fait qu'on a plein d'équipements. On n'a pas les mêmes problématiques quand on programme pour un téléphone mobile que quand on programme pour une télé connectée ou un ordinateur.
Déjà, il y a un truc qui change vachement, c'est la taille de l'écran. Ensuite, sur un téléphone mobile, on a le clavier qui va être intégré à l'intérieur, et des fois, ça marche pas très bien. Je m'en suis rendu compte là, il n'y a pas très longtemps où j'étais obligé de faire du mobile. Donc on a déjà ces problématiques-là, mais sur une télé connectée, vous avez une télécommande. C'est pas pareil pour les interactions. Donc, à partir de là, chaque device a ses problématiques à lui, et il va essayer de remonter, comme le browser est l'endroit où on va faire l'affichage des données, l'interaction avec l'utilisateur. Ils vont essayer de remonter les problématiques qu'ils ont sur leur device. Donc, dans le navigateur, sur mobile, on aimerait bien pouvoir accéder à l'état de la batterie, par exemple. Bon, il y a des API pour ça. Seulement, selon le navigateur, selon le device, l'API ne va pas forcément être la même au moment où ils vont la proposer. Et après, il y a le process de spécification qui va arriver. Donc, en fonction de ce qu'on veut faire, on peut facilement se retrouver à devoir gérer plusieurs implémentations. Et au final, on ne sait même pas laquelle va sortir et sera celle qui restera. Et il y a des chances que ce soit même pas une de celles qu'on nous a déjà proposées. C'est ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps avec les modules en JavaScript. On avait deux manières de répondre aux modules, CommonJS et RequireJS, en AMD. Et au final, les dernières spécifications ECMAScript, elles ont sorti une troisième manière. Donc ça, c'est la problématique qu'on a dans notre vie de tous les jours, c'est qu'on doit gérer une quantité d'informations et d'équipements destination, c'est assez énorme. Alors, la seule manière de s'assurer que ça marche bien, c'est de le tester, en vrai. Donc il est indispensable de tester. Ça, c'est quelque chose qui doit être acquis. À partir de là, quand on fait du front, il faut qu'on le teste en vrai. Sinon, on se retrouve victime d'une monoculture. Par exemple, mon navigateur pour développer, c'est Chrome, j'aime bien les DevTools, mais bon, c'est un choix personnel. Et il y a des chances qu'un jour je re-switch sur Firefox, peu importe. Et si jamais je teste pas sur les autres navigateurs, mon truc il va marcher super bien sur Chrome. Et on va ouvrir Firefox un jour, et il va falloir savoir qu'est-ce qui a pété. Donc, pour ça, il faut vraiment tester. Une autre des problématiques qu'on a, c'est la sécurité. Alors, de base, un navigateur, quand on est sur une page web, on est limité à l'accès au serveur de cette page web, à ce nom de domaine en fait. Donc, on ne peut pas faire de requête en dehors de ce nom de domaine. C'est très simple. Enfin, pourquoi c'est très simple? Parce que quand on fait une requête avec un navigateur, on envoie les cookies, et donc l'authentification de l'utilisateur. Donc si jamais, à partir du site toto.com, le navigateur m'autorise à aller taper n'importe quel autre site, et ben, je vais aller taper Gmail, et puis je vais aller récupérer la liste des mails à partir de mon site toto.com, avec mon JavaScript. Et là, il y a un vrai problème de sécurité. Donc, la sécurité, c'est quelque chose qui est pris en compte dans les navigateurs avec le sandboxing, mais à côté de ça, on a tout le reste, toute la sécurité de communication, dans la communication avec notre serveur et sur notre nom de domaine qu'on doit gérer. Notamment, on doit s'authentifier, on doit vérifier que l'authentification est toujours valide quand on communique avec le serveur. Ça vous arrive pas des fois de mettre votre ordinateur en veille et puis le rouvrir et vous êtes dans le même browser, puis vous voulez refaire une interaction avec un site où vous étiez, et d'un coup on se retrouve à être déconnecté et c'est mal géré. Bah ça, pour un utilisateur, c'est pas terrible. Et notre boulot à nous, en tant que front-end dev, c'est de faire en sorte que on mette un bon message à l'utilisateur pour lui expliquer qu'il est déconnecté, qu'il faut se reconnecter, par exemple. Il y a aussi tout ce qui est cross-site scripting. Donc les XSS, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, les XSS? Oui, non? Il y a des gens à qui ça parle? Ouais. Ok, donc c'est juste le principe de... En tant qu'utilisateur, je rentre une valeur dans un input, dans une text area. Enfin, je donne une valeur, je l'envoie au serveur, et ensuite cette valeur-là, elle va être affichée à un autre utilisateur. Si jamais j'ai le droit d'écrire du script dans cet input, quand ce sera affiché à l'autre utilisateur, le script va s'exécuter. Et à partir de là, si jamais j'ai de quoi exécuter du script sur le navigateur de quelqu'un d'autre, la première chose que je vais faire, c'est que je vais récupérer sa session. À partir de là, je me connecte en conflit, et puis je vais pouvoir m'amuser. Donc,
Pour éviter ça, quand vous affichez des variables qui viennent de l'utilisateur, il est indispensable de les encoder. De faire, en PHP, ça s'appelle HTML encode ou entities. Je ne sais pas comment ça s'appelle en Java, peu importe. L'idée, c'est de les transformer en entités HTML. Donc les inférieurs deviennent en et LT, point virgule par exemple. Et c'est très important parce que sinon vous êtes vulnérable à n'importe quelle faille au niveau du front. Qui utilise un moteur template par là? Ok. Est-ce qu'il fait l'auto-escaping? Est-ce qu'il escape directement les données ou est-ce que vous devez le faire manuellement? Ceux pour qui il faut le faire manuellement, levez la main. Ouais. Et ceux qui n'utilisent pas de moteur template, si jamais vous devez afficher du front, il faut. Et l'idéal, c'est quand même qu'il escape les valeurs. Si jamais vous faites des JSP, par exemple, la plupart du temps, on sait que c'est une grosse passoire, en fait, puisque le développeur n'est pas conscient de la XSS. À partir de là, on essaye n'importe quoi, ça marche. Et hop, pardon, je veux pas troller. Pour éviter ça, il y a une spec qui s'appelle CSP, Content Security Policy, et qui permet d'encoder automatiquement les scripts, enfin, d'empêcher l'exécution des scripts qui sont pas whitelistés. Donc voilà, ça c'est dans le navigateur, il n'implémente pas tous, c'est normal. On est en amélioration continue. Voilà un petit peu pour la sécurité, et j'avais oublié d'afficher. Un autre truc important, c'est le réseau. Alors le réseau, c'est encore une fois une des problématiques avec lesquelles on doit gérer tous les jours, enfin qu'on doit gérer tous les jours. Et j'aimerais vous raconter deux petites histoires. Enfin, c'est des études. La première, elle vient chez Amazon. Amazon, ils se sont rendus compte que à chaque fois qu'ils gagnaient 100 millisecondes sur le temps d'affichage de leur page, ils augmentaient leur chiffre d'affaires de 1%. Alors le chiffre d'affaires d'Amazon, c'est gros. 100 millisecondes, c'est pas beaucoup. Mais pour gagner 1%, c'est quand même pas mal, quoi. Après, une autre anecdote, c'est que sur mobile, on a montré que 57% des utilisateurs abandonnaient si jamais ils n'avaient pas eu un retour au bout de 3 secondes. Alors, imaginez une page un peu grosse, un serveur un peu lent, une connexion sur mobile en 3G ou en Edge, dans un endroit où il y a moyen du réseau. Là, 57% de vos utilisateurs, c'est bon, c'est mort. Donc, le réseau, c'est une problématique avec laquelle on doit jouer tous les jours. Et à partir de là, la solution, c'est la solution la plus simple en tout cas, et indispensable à mettre en place, c'est minifier vos assets. Donc, optimiser la taille. Les assets, c'est tous les fichiers statiques, le CSS, le JS, les images. Après, si vous avez d'autres contenus statiques, ça peut être considéré comme des assets. Voilà. Et comme c'est pas suffisant, il y a encore les contraintes du navigateur. Donc là, on était dans l'écosystème très général. Maintenant, on est dans le navigateur. Le navigateur, il ne sait pas afficher, il ne sait pas faire plus de 5 requêtes en parallèle sur un même domaine. Ça inclut les CSS, les images, les JavaScript, tout ça. Il se limite à 5 à la fois. Donc, si vous avez un site avec beaucoup d'images, vous allez avoir une requête, 2 requêtes, 3 requêtes, 5 requêtes qui partent. Et puis, il attend qu'il y en ait une qui soit revenue pour pouvoir en lancer une nouvelle. Et ça, c'est par domaine. Voilà, c'est une des contraintes qu'on a. La deuxième contrainte, c'est que JavaScript, quand il se charge, il arrête l'exécution de la page. Donc, quand vous avez une valise script dans votre HTML, le navigateur arrive, il parse le HTML, il commence à afficher votre header, tout ça, et donc vous avez votre valise script, il s'arrête. Il attend d'avoir tout son script, et puis il continue. Tout simplement parce que si jamais le script modifie le contenu de la page, il ne va pas prendre de l'avance pour ensuite revenir en arrière. Donc il est obligé de s'arrêter. Ça, c'est une des contraintes du navigateur. Alors on a des possibilités qui sont de dire que les scripts sont asynchrones, mais ça marche que sur les navigateurs précis. Une autre problématique qu'on a, et ça, c'est sur les desktops, ça va, mais dès qu'on s'attaque au mobile, ça devient compliqué, c'est tout ce qui est reflow et repaint. Donc, comment ça se passe dans un navigateur? On a notre HTML qui arrive, enfin notre markup. Ce markup, il va être donc parsé, transformé en
un arbre, DOM, qui est un arbre d'objets, qui ont des propriétés graphiques. Et à partir de là, il va essayer de les positionner comme il faut, le navigateur. Donc c'est comme ça que ça se passe. Le DOM, on le crée, on le positionne, en appliquant du CSS. Et à chaque fois qu'on modifie le positionnement d'un ou plusieurs blocs, le navigateur est obligé de recalculer tous ces positionnements-là. Et c'est ce qu'on appelle un reflow. Et ça, c'est extrêmement coûteux. Encore une fois, sur un ordi comme celui-là, ça va bien, sauf quand on fait du jeu ou des utilisations très poussées, mais c'est pas très grave. Sur mobile, c'est vraiment problématique. Parce que tout ce qui est coûteux met du temps à se réafficher. Et le repaint, c'est quand on modifie des propriétés de style autres que le positionnement et le layout. Donc, si on change la couleur, les bordures et ce genre de choses. Enfin, essentiellement les couleurs de police, de fond, et tout ce qui impacte pas le positionnement. Donc ça, c'est des problématiques qu'on a et auxquelles il faut faire attention, parce qu'on peut très bien développer dans notre navigateur de choix et se retrouver après à avoir des latences à l'affichage. Il y a ça, et quand on est sur un serveur et qu'on va lire un fichier ou faire une connexion à une base de données, ça c'est asynchrone. Mais en général, en programmation serveur, vu que c'est super chiant de faire de l'asynchrone, qu'est-ce qu'on fait? On attend. Notre process, il est là, il dit « Hop, tu peux récupérer ça » et hop, on reçoit le résultat, et puis, bon, entre les deux, on fait rien, mais c'est pas très grave. Bon, en JavaScript, comme j'en parlais tout à l'heure, on peut avoir une latence réseau assez importante, donc quand j'ai besoin d'un fichier, je ne peux pas me dire « Hop, je vais chercher mon fichier » et puis pendant 5 secondes, l'utilisateur il est bloqué, il ne peut rien faire. Non, ça, on ne peut pas. Donc, par nature, notre mode de programmation, il est asynchrone. Donc ça fait partie des contraintes avec lesquelles on doit jouer tous les jours. Normalement, là on a à peu près fini les contraintes et on va passer à comment on résout ça. Alors la première chose à faire, c'est vos fichiers JavaScript, vous les compressez et vous les concaténez en un seul. Et vous le mettez en bas de page. Imaginez si vous le mettez au milieu de la page, vous avez le header qui s'affiche, et puis derrière, la latence, vous attendez, puis qu'est-ce qui se passe, il ne fait rien, et hop, après le reste qui s'affiche, c'est un peu mieux. Si vous le mettez carrément dans votre en-tête HTML, là c'est encore pire. On a du blanc, et il ne fait rien, et puis hop, on a la page qui s'affiche. Vous vous souvenez des 3 secondes? Voilà, c'est le meilleur moyen pour faire des gens. Donc on le met en bas de page, et un seul, ça évite qu'il y ait trop de latence. Au niveau des CSS et des images, on charge les CSS au plus tôt. Parce que quand le navigateur a les règles CSS, il les applique à son arbre de rendu. Et donc, s'il les a tôt, au moment où il crée ses objets et son DOM, il va pouvoir leur appliquer directement les transformations et ça évite un reflow. Si on lui les donne tout à la fin, il va afficher quelque chose avec le style de base et il va recalculer l'ensemble du style de la page. Donc pour les CSS et les images, ce qui est important, c'est de bien gérer son cache HTTP et de mettre le CSS dans son en-tête HTML. Et enfin, ce qui est important, c'est que je ne veux pas troller, mais c'est pas votre serveur d'application qui doit servir les fichiers statiques. Ça sert à rien, il a déjà assez à faire du Java. Donc, ce qui est important, c'est que ces fichiers statiques, vous les externalisiez sur un CDN. Un CDN, c'est Content Delivery Network. Donc, c'est un réseau de serveurs qui sont spécialisés pour servir des fichiers statiques. Ces serveurs sont distribués dans le monde entier, théoriquement, ou au moins dans les endroits où on a des clients. Et donc, on va taper au plus près. Vous imaginez quelqu'un qui serait en Argentine sur un mobile et votre serveur il est chez OVH en France. Ça veut dire que pour tous les fichiers statiques, alors qu'il n'y a pas forcément de raison de les centraliser à un seul endroit, mais pour tous vos fichiers statiques, il fait une requête, ça passe à travers l'Atlantique et puis boum, c'est vachement long. Mais en plus, derrière, il a des problèmes du mobile. C'est pas une bonne idée. Vous avez un CDN et il tapera sur celui qui est le plus proche et ça va forcément optimiser. Après,
Le CDN, si vous passez par des CDN qui existent, type S3, vous aurez peut-être plus de latence si vous n'avez pas beaucoup de trafic que sur votre serveur. Mais encore une fois, il faut les servir comme des fichiers statiques et pas dans Tomcat. Donc voilà, et l'idée c'est que quand vous générez dans vos templates, quand vous insérez vos fichiers statiques, enfin vos liens vers les fichiers statiques, que ce soit CSS, JS ou les images, il faut bien prendre en compte qu'en production, vous aurez un nom de domaine différent. Le CDN, c'est un nom de domaine différent. Donc il faut que ce soit géré avec un helper ou, je sais pas, c'est des tags, je crois, en JSP ou Spring, où on fait du XML ou du HTML, enfin ça va toujours en plus d'un. Pardon, j'avais dit que je ne prenais pas. Donc ouais, il faut bien faire attention à ce que ce soit une fonction qui vous donne l'URL. Hop. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que vous avez des trucs à me jeter? Non, c'est bon. Ce que tu disais tout à l'heure par rapport à... Je reviens sur la slide précédente. Ouais. Sur l'optimisation physique, il y avait une contrainte qui pouvait télécharger faire que 5 requêtes en parallèle. Oui. C'est 5 requêtes par nom de domaine, c'est ça? Oui. Là, du coup, c'est sur un nom de domaine, c'est pour ça que tu... C'est pour ça qu'on est sur un autre nom de domaine. Ah oui, il y a la gestion du cache aussi qui est super importante. Mais ça, il suffit de lire le protocole HTTP, il est assez digeste. Tu parlais des temps de latence par navigateur. Est-ce que c'est quelque chose qui se teste Par navigateur ou par... oui, ou par device, device, par device. C'est quelque chose qui est testable ou c'est compliqué? Là, ça dépend vraiment de votre client, en fait. C'est pas... Tu peux pas savoir à l'avance combien tu vas avoir de latence. Moi, par exemple, avec mon mobile, parce que je prends l'exemple que je connais bien, quand je suis chez moi, en 3G, j'ai 4G et ça se passe à peu près comme il faut. Quand je suis en ville, j'ai la H+, et ça se passe un peu mieux. Et quand je suis dans la campagne, en général, j'ai que du Edge sur Orange, et alors là, ça s'écroule. Mais pourtant, c'est le même device, c'est le même navigateur, c'est le même mec, et ça dépend vraiment de l'endroit où je suis. Donc ça, la latence, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment savoir. Donc on ne peut pas évaluer en amont, et c'est pareil, si vous êtes chez vous, et que vous avez votre poste bureautique, mais que le lien entre Paris et Clermont est tombé, vous aurez sûrement des routes détournées, et la latence sera plus grande que quand on est optimisé derrière une fibre. Donc ça dépend. Il faut juste le prendre en compte, et à la limite faire un test avec un mobile en 3G. Déjà, ça nous donne une... Enfin, si les mobiles sont dans la cible. Si jamais les mobiles ne sont pas dans la cible, vous faites une appli en JS ultra dynamique, on n'a rien à foutre du mobile dans ce cas-là, puisque de toute façon, l'appli ne s'affichera pas à l'écran infocrite. Donc dans ce cas-là, c'est pas la peine. Ça fait partie des prérequis d'avoir un navigateur avec un grand écran et d'avoir un peu de puissance de calcul. Ça dépend vraiment de la cible. Pour les CDN, par exemple, qui existent déjà, qui délivrent par exemple, des jQuery, est-ce qu'il n'y a pas un risque après au niveau de sécurité si le code JavaScript qu'on pense utiliser de la version, il a été compromis? Ouais, Parce que, on ne maîtrise pas du coup le serveur sur lequel c'est hébergé. Ouais. Alors je pense que si c'est jQuery par exemple, la fondation est assez transparente pour nous dire si jamais il y a un problème et pour s'en rendre compte. Après, effectivement, il y a des risques. J'ai pas vu encore de cas où c'était arrivé. Je sais qu'il y a eu des sites qui ont été compromis. Si je dis pas de bêtises, je crois que celui de PHP avait été compromis il y a pas longtemps. Non, mais c'est pas contrôlé, c'est juste que c'est des problématiques qu'on a partout. C'est pareil si à ce moment-là, vous avez installé les paquets de PHP, mais je pense qu'en Java, il y en a aussi, peut-être qu'on ne le dit pas parce que Oracle, ils ne disent pas grand-chose, mais je pense que quand ça arrive, et qu'on a le coup de pas de bol de prendre ça, c'est dommage. Après, quand je parle de CDN, on n'est pas obligé d'utiliser les CDN qui existent et qui délivrent du jQuery pour tout le monde. On peut aussi envoyer ses propres fichiers statiques sur Amazon S3, c'est un CDN. Ou Cloudflare, il a des CDN et il va cacher lui-même les fichiers statiques. Donc tout ça, après, ça dépend de votre architecture à vous et est-ce que vous préférez reposer sur des tiers ou pas. C'est bon. Donc on va parler de l'environnement du front-end web.
Alors déjà, le workflow en général, c'est de... On est comme tout le monde, hein, on n'est pas des animaux. On fait des tests unitaires pour tout ce qui est métier. Donc le workflow pour tout ce qui est métier, c'est on écrit notre test, on fait notre implémentation, on vérifie que ça passe, on a des belles notifications de rôle qui arrivent et qui se mettent sur le côté, tes tests passent pas, tes tests passent pas, ah c'est bon, ça marche, à chaque fois qu'on modifie un fichier, hop, ça nous les lance, et ça nous donne le résultat. Ça va, c'est assez rapide, c'est un peu comme quand dans votre IDE, vous avez les tests en live qui se font et vous avez un petit bouton vert ou rouge en haut de votre fichier. Donc ça c'est plutôt cool. Par contre, il y a toute la partie visuelle. Et la partie visuelle, ça doit se passer dans un navigateur. Et comme ça doit se passer dans un navigateur, on fait notre modif, et puis on retourne sur le navigateur et on fait CTRL R, et on vérifie si ça a bien eu le bon impact. Alors quand je dis on fait CTRL R, le truc c'est que, bah voilà, quand on bosse dans Eclipse ou d'autres navigateurs et que c'est le serveur d'application qui sert les assets, bah j'ai 30 secondes de ça. Alors j'ai pas touché au JSP, hein. J'ai rien touché, j'ai pas touché au Java, rien du tout. Juste j'ai 30 secondes où je dois attendre, et puis là j'arrive miraculeusement sur mon navigateur et je rafraîchis, et manque de bol, j'avais fait une fois, j'avais oublié un point virgule, alors je suis obligé d'y retourner. Et niveau productivité, c'est comme ça. Non, je plaisante un peu, mais il y a eu une fois, enfin 2 fois, où je suis arrivé dans des boîtes où on m'a obligé à utiliser Eclipse. Et les 2 fois, ça s'est pas très bien passé entre Eclipse et moi. Donc, comme on ne peut pas faire ça, le front-end dev en général, et je l'ai dit, on n'est pas super mature en termes de process, il utilise plutôt un éditeur de texte simple, super simple, et la ligne de commande. Et donc, quand on doit interagir avec un écosystème déjà existant, ce qu'on fait, soit il y a déjà un Apache ou un proxy devant, et donc on se cale dedans, et nos fichiers statiques à republier, il y a un temps de 0, puisqu'on travaille sur les fichiers directement. Soit on utilise un proxy. Pour utiliser un proxy, on peut mettre un Nginx. Moi, ce que j'aime bien, c'est un proxy Node.js. Parce que le proxy Node.js, c'est super facile à écrire, ça prend genre 3 lignes. JavaScript, c'est le langage de tous les front-end devs. Enfin, on fait tous plein de langages dans notre vie. Mais quand on fait du front, on fait forcément du JavaScript. De toute façon, on n'a pas le choix. La plateforme, elle ne comprend que JavaScript. Enfin, il y a des gens qui font du Flash aussi, mais c'est fini. Donc voilà. Et donc, dans ce cas-là, et ça, je l'ai vécu aussi, c'est qu'on ne tient pas compte du proxy dans le développement Java. Bah, normal, j'ai mon Tomcat. Et comme on ne tient pas compte du proxy, et derrière, tous les fichiers statiques, toutes les redirections d'URL, genre à l'authentification, et ça ne marche pas. Et derrière mon proxy, moi je passe du temps à débugger du code Java derrière, parce que ça a été mal fait à la base. Donc il faut bien penser, d'ailleurs je me demande comment ça peut marcher en production quand c'est comme ça, puisque en production on a forcément un proxy. Il n'y a pas le même nombre de domaines qu'on est. Mais bon, soit. J'arrête, j'avais dit que je ne prenais pas. Donc il faut bien faire attention à votre proxy, à ce moment-là. À le prendre en compte, que ce soit dans les redirections ou dans les URL. Ensuite, en termes d'éditeur, alors moi mon choix c'est Vim, c'est sûrement parce que j'ai pas mal de barbe, j'en sais rien, mais voilà. Et il y a Sublime Text qui est bien utilisé, qui est assez chouette. Il y a Adobe qui a fait Brackets, apparemment ça marche bien. Là j'étais à Subweb ce week-end, il y a pas mal de gens qui l'utilisent. Il y a Atom qui a été fait par GitHub. Le truc c'est que si on n'a pas de Mac, il n'y a pas de build. Donc c'est un peu dommage. Et sinon, il y a un autre truc qui est super cool. C'est les workspaces de Chrome. On ouvre notre console, on dit ce fichier qui vient de mon serveur, ce dossier qui vient de mon serveur, ça correspond à tel dossier sur ma machine, et hop, on édite ça en live. Donc dans les DevTools, on modifie le markup, on modifie le CSS, on modifie le JS, et hop, là, ça marche directement. Maintenant, quand on a une phase de compilation, on peut se dire, oui, j'ai un fichier compilé, ça ne va pas répercuter. Et en fait, pour ça, on a les source maps. Les source maps, c'est juste que dans notre fichier compilé, on a en plus l'information du fichier source. Ce qui fait que, avec le Workspace Chrome, on édite en live dans le navigateur, on voit directement le rendu que ça a, et en plus de ça, c'est sauvegardé dans notre système de fichiers. Et ça,
juste en ayant installé Chrome. Et donc maintenant qu'on a un éditeur, on a besoin d'outils. Puisque les gens qui ont des IDE, ils savent bien pourquoi ils ont un IDE, c'est parce qu'il y a tout qui est intégré. Et comme nous, on n'a pas ça, on utilise des outils. Alors, le premier outil que je voudrais présenter, c'est Yeoman. C'est un outil de génération de code et de scaffolding de projet. Donc on est quelque part, on génère un nouveau projet ou on génère un nouveau contrôleur, et à la fin, ça nous donne du code de base qu'on va éditer pour répondre à un besoin. Il y a un petit lien sur comment démarrer avec Yeoman, et en gros, c'est très simple, hein, on l'installe avec NPM, qui est un gestionnaire paquet que je vais présenter juste après. Et donc, comme tout ça se passe en ligne de commande, vous aurez reconnu le prompt Windows. Ben ça, c'est aussi un problème. Alors, on peut utiliser Cygwin, hein, et Node.js marche plutôt bien sous Windows. Mais dans tous les cas, moi j'ai un peu l'impression Canada Dry quand j'utilise Cygwin. Ça a la gueule d'un bash, ça a l'odeur d'un bash, mais à chaque fois je me fais manger parce que le truc que je pensais était dans bash, en fait, il n'est pas dans Cygwin. Donc je me sens toujours un peu bête quand j'utilise ce truc-là. Mais après, encore une fois, il faut juste arriver à faire le travail. Donc si Windows répond bien à votre besoin, faites-le. Juste, ça fait partie des hostilités potentielles pour votre front-end dev. Sinon, on utilise PowerShell. PowerShell. J'avais un stagiaire qui m'avait défini ça comme le shell qui était ni Power ni Shell. Mais encore une fois, je crois que j'ai pas essayé et il paraît que c'est bien. Dédicace à toi, Olivier. Non, t'es pas là. Dommage. Donc, NPM, c'est le gestionnaire de paquets. Sur le gestionnaire de paquets, on est dans le monde de la croyance. En fait. Donc, ce que je vais vous dire, c'est ma vision. Sachez que vous rencontrerez peut-être quelqu'un demain qui vous présentera ça autrement. Donc, NPM, pour moi, c'est ce qui permet de gérer tout le code qui va s'exécuter au niveau du serveur, dans la console, sur l'ordinateur, directement, et pas dans le browser. Donc ça, c'est ma vision. Il y a des gens qui pensent que tout ce qui est JavaScript doit être packagé via NPM. Avec NPM, il y a une règle qui est assez simple. C'est ton paquet ne doit pas faire plus de 200 lignes. En gros, alors il y en a certains qui vont être plus gros parce qu'on a vraiment des besoins, mais au final, on se retrouve avec une granularité assez faible. Et en fait, ah non, je pensais que j'avais un effet. Ah, je suis désolé. En fait, le truc, c'est que on doit se sentir un peu comme dans Maven, on a l'impression de télécharger Internet entier. Et bah, tout est petit, donc on télécharge plein de petits trucs. L'autre gestionnaire de paquet, c'est Bower. Bower, c'est pareil que NPM, ça permet de gérer des paquets JS. Et c'est plutôt pour ce qui est front. Alors, en ce moment, il y a une sorte de consensus de plein de gens super en vue qui disent que Bower sert à rien parce qu'on a déjà NPM. Moi, je suis pas d'accord, ça me permet de bien séparer ce qui va être dans le navigateur de ce qui va être sur mon serveur. Mais après, c'est encore une fois une histoire de croyance. Bower, ça marche avec un fichier qui s'appelle bower.json dans lequel on va lister nos dépendances avec une version, une contrainte de version, un peu comme NPM. Et ça va récupérer à partir de dépôt Git ou d'archives. Et l'idée, c'est que quand on est en mode développement, on va exposer directement via HTTP le contenu de notre dossier des paquets Bower. Et en mode release, on va les copier et les concaténer avec le reste. Donc sur le serveur de prod, normalement, il n'y a ni les paquets NPM qui doivent être installés, ni les paquets Bower. Enfin, sauf si vous avez votre serveur Node, mais ce n'est pas le but d'aujourd'hui. Donc, tout ça, c'est basé sur des dépôts Git, ce qui fait qu'il y a un autre problème. C'est que des fois, les gens, ils sont convaincus du côté mieux de leur outil, et ça répond sûrement à une problématique. Moi, c'était pas la mienne. Mais ça répond sûrement juste quand on leur dit il faut qu'on ait Git d'installer pour faire marcher Bower, ils vont répondre mais c'est bon, on a SVN. Il y a qui utilise SVN ici? Il y a qui le fait juste sous la contrainte?
Ouais. Bon. Donc c'est bon, j'ai pas besoin d'en dire plus. Ensuite, un autre outil qui gère un peu la build. Donc, vous avez vu là pour le moment, les gestionnaires de paquets, c'est tout intégré dans Maven aussi, dans le monde Java. Nous, la build, les gestionnaires de paquets sont isolés, mais la build aussi, elle a ses propres outils. Donc, celui que j'utilise en général, c'est Grunt. Grunt, c'est assez simple, comme quand on fait Maven le nom d'une task. Là, Grunt, le nom d'une task, et hop, ça va nous lancer un process automatisé qu'on a défini en JSON. Alors, ça doit être illisible normalement. Ouais. Et c'est une Grunt file. En fait, toute notre build est dans une Grunt file. On peut l'exploser aussi. Mais au final, ce qui est important, c'est de voir ça comme ça. On a nos tâches qui sont configurées en JSON. Je vous rassure, c'est pas plus lisible que du XML. C'est peut-être un peu plus facile à écrire, mais de toute façon, c'est de la build. C'est normal que ce soit lisible. Donc voilà. Et donc, ça doit vous rappeler un peu Ant. C'est pour ceux qui font du Ant, en tout cas. C'est un ensemble de tâches qui sont préexistantes et qu'on appelle et qu'on configure. Donc pour démarrer avec Grunt, je tweeterai les slides tout à l'heure. Vous avez plusieurs articles. Et l'idée, c'est qu'il y a un paquet de tâches existantes déjà. Donc il y a celles qui sont demandées contrib, c'est celles qui sont maintenues officiellement par l'équipe de Grunt. Et il y a toutes les autres qui sont référencées en tant que plugin, enfin paquet NPM sur le site de Grunt. Et comme on n'a pas d'IDE, une autre de nos problématiques, c'est quand même de recompiler tout le temps quand on a des changements. Donc pour ça, on utilise des watchers. Et c'est pareil, c'est inclus dans Grunt. Et comme le monde bouge assez vite, et ben, Grunt, c'est une réponse qui est pas mal admise aujourd'hui, mais on voit des choses qui émergent. Alors Branch, ça fait un petit moment que ça existe, ça n'a jamais vraiment décollé, et je pense pas trop que ça fasse plus de vagues que ça en fait aujourd'hui. Gulp, en ce moment, ça marche plutôt bien, les gens sont en train de switcher, mais la plupart des développeurs front n'ont pas compris les problématiques qui sont derrière Grunt, ce qui fait que ça reste un peu une élite qui est en train de switcher sous Gulp. Il manque un peu des tâches, et au final, j'ai l'impression qu'ils résolvent le problème qu'à moitié. Enfin, les problèmes qu'ils ont, ou qu'on a, ils sont résolus qu'à moitié. En tout cas, c'est comme ça que je le sens. Par contre, je surveille pas mal un truc qui s'appelle Broccoli, qui pour le moment est en bêta. Et j'ai l'impression qu'il va arriver juste au moment où les développeurs front vont enfin avoir compris les problématiques de Grunt, parce que c'est quand même super récent tout ça. Et qu'en même temps, il va répondre un peu mieux que Gulp à tout ça. Donc, aujourd'hui, si vous devez partir sur un nouveau projet de front, utilisez Grunt. Demain, faites attention parce que ça peut changer assez rapidement. Et moi, je travaille sur Broccoli. Mais encore une fois, c'est ma vie. Est-ce que la partie build, outils, environnement, ça va? Oui, vas-y. Question. Pour les outils, il y en a pas mal qui utilisent chez Prof, chez Excel. Oui. J'ai un problème avec Prof, mais on va faire vos affichés visibles. Alors, il y a deux solutions. La première, c'est tu mets des commentaires et tu les strips avant de les donner. Donc ça, il y a des modules qui permettent de faire ça sans trop de problème. Et la deuxième solution, c'est tu dupliques tes clés. Dans la spec, c'est autorisé de dupliquer les clés de JSON. Donc on va faire une clé Toto qui vaut le commentaire. Et en dessous, on met une clé Toto qui vaut... Je sais, c'est moche. J'ai pas dit que c'était mieux que l'XML. Non, mais en général, on fait du JSON, mais dans du JavaScript, ce qui fait qu'on a les commentaires JavaScript. Il y a... Oui. Est-ce que l'expérience, pour mon avis, sur l'intégration de tout ça dans une logicielle sympa, Bingo, ça arrive. D'accord. Mais avant tout ça, il faut qu'on parle des tests unitaires. Donc, les tests unitaires, c'est comme le reste en JS. C'est pas encore nature. Enfin si, on a plein d'outils qui sont nature, mais
justement, il y a plein d'outils, il y a plein d'écoles. C'est pas comme, je sais pas, en PHP, on a PHP Unit. En Java, c'est XUnit, enfin c'est JUnit que vous utilisez. Donc, nous, en JS, il faut commencer par choisir sa librairie d'assertion. Parce qu'il y en a plusieurs, et que, au final, pourquoi une plutôt que l'autre, c'est des préférences personnelles, et ça va dépendre un petit peu des gens avec qui vous évoluez. Donc, dans les plus connus, il y a Chai et Shaun, je ne sais pas trop comment ça se prononce, et sinon, Node.js met à disposition aussi Assert. Mais bon, c'est pas valable dans le navigateur. Donc, personnellement, j'utilise Chai. Voilà, c'est libre à vous si vous voulez l'utiliser. Après, une fois qu'on a nos assertions, il faut notre runner qui nous permet d'organiser nos tests. Alors pour ça, les plus connus sont Mocha et Jasmine, mais il y a aussi Valves. Ça permet plutôt de décrire ces tests plus que de les écrire. Et il y en a plusieurs en fait. Je ne les ai pas tous cités parce que je crois que j'étais arrivé à 10, donc j'en ai pris 2, qui étaient les plus connus. Et puis votre librairie de mock, j'en connais qu'une qui marche bien, c'est Simon. Et dans celle que j'ai cherchée ailleurs, ça m'avait l'air soit vieux, soit pas terrible, soit... il y avait JS Mockito ou Mockito JS, et ça m'avait juste l'air d'être un mec qui avait fait du Java et qui disait oh, « j'ai pas mon outil ». Et voilà. Mais encore une fois, je veux pas troller. Mais bon, ça c'est cool, ça va nous permettre d'avoir des tests, de les écrire, d'avoir des applications. Et au final, on va les lancer dans son navigateur ou dans son terminal avec Node. Mais il manque toujours, vous vous souvenez quand je vous disais qu'il fallait tester sur tous les navigateurs, il manquait toujours cette dimension-là. Et donc pour ça, on a des runners qui sont cross-browser. Le principe, c'est que vous lancez un serveur. Et ensuite, vous prenez tous vos navigateurs cibles et vous allez à l'adresse du serveur. Donc voilà, vous ouvrez un Firefox, un Chrome, un machin, un truc, et hop, vous balancez, il y a tout le monde qui va sur la même adresse. Et à partir de là, dès que vous lancez vos tests, ça renvoie une commande à l'ensemble de ces navigateurs qui sont sur votre grille, et ça leur fait lancer les tests à l'intérieur. Et plutôt que d'avoir toujours vos tests que vous lancez dans votre Chrome ou dans votre Firefox, d'un coup, vous vous retrouvez à faire une modif. Avec un watcher, ça va lancer vos tests dans l'ensemble de vos navigateurs et vous avez le retour immédiat si jamais ça casse sous le browser Android, par exemple. Je vais prendre n'importe lequel. C'est l'exemple qui m'a posé problème récemment. Donc voilà pour l'ensemble des tests unitaires, toute la chaîne, comment elle se passe. Et ensuite, on a les tests fonctionnels. Alors les tests fonctionnels, là c'est pareil, ça dépend énormément des problématiques que vous avez. Si vous êtes une startup, que votre produit il doit s'adresser à un navigateur récent, enfin quelque part vous en avez encore rien à foutre, donc ça va marcher sur votre machine, il y a un truc qui est super cool, c'est Casper. Casper, c'est écrit en JS, et c'est une grosse API de Promise. Donc en fait, ça permet d'écrire du code asynchrone en faisant comme si c'était synchrone. Et à partir de là, on pilote PhantomJS. Depuis un an maintenant, on peut remplacer PhantomJS par Firefox. Et bientôt, c'est peut-être déjà fait, mais je crois que c'est plutôt en train d'arriver, on peut utiliser aussi le moteur de IE 11. Donc on se retrouve avec une API qui marche plutôt bien, qui marche tout le temps, parce qu'on va y venir après, mais il y en a d'autres qui marchent un peu moins tout le temps, et qui a un retour rapide. Et tout ça, ça marche, c'est sur notre machine. On n'a pas besoin d'une grille, on n'a pas besoin d'autre chose. On lance les tests, et on a le résultat super rapidement. Donc Casper.js, c'est vraiment cool si vous n'avez pas à vous soucier des anciens navigateurs. Dans le cas où vous avez un contrat avec l'État, par exemple, qui stipule que vous devez supporter IE6, alors déjà, le premier truc, c'est que quand on vous demande IE7, vous doublez le devis. Quand on vous demande IE6, vous doublez par rapport à IE7. Et normalement, on est dans les clous. IE6, c'est un navigateur qui date de 99. Dans IE6, vous aurez le web de 99. Si votre client il veut
avoir Hangout avec IE6, ça ne marchera pas. Enfin, c'est juste parce que des fois les gens ont des demandes dans ce goût-là. Donc voilà, il faut bien se dire que les navigateurs anciens, ils sont plus difficiles à supporter et ils pourront pas avoir la même chose que ce qu'on a aujourd'hui. Et d'ailleurs, si vous êtes dans une boîte qui oblige à avoir IE6 ou IE7, il y a un truc, je comprends tout à fait qu'il y a des problématiques métiers et d'intranet qui obligent à avoir encore ces navigateurs-là. Il n'est pas interdit d'avoir deux browsers. On a le droit d'avoir IE6 pour l'intranet, au passage c'est une passoire, et on a le droit d'avoir un vrai navigateur pour aller sur Internet. Bon, voilà. S'il y a des gens qui se reconnaissent, pousser pour qu'il y ait des vrais navigateurs. La deuxième chose pour tester sur plein de navigateurs, et là pour le coup on a tout, même les navigateurs mobiles, c'est Selenium. Alors, Selenium ça marche, des fois. Non, le problème c'est d'avoir un client qui marche bien et qui marche bien sur tous les navigateurs. Parce que les contraintes qu'on a dans Selenium, c'est qu'on a un vrai navigateur. Donc par exemple, vous avez une méthode qui vous permet de cliquer sur un élément et pour sélectionner cet élément, vous lui donnez un sélecteur CSS. Si vous pilotez IE6, il ne comprendra que les sélecteurs CSS compris par IE6. Et je reviens à tout à l'heure, 99, CSS 2 était tout juste. Et là maintenant, on est à CSS 3 et ça a vachement changé en fait. Donc, juste la contrainte, elle va être là. Et donc, quand vous écrivez vos tests, c'est cool parce que vous allez les tester en local avec PhantomJS et un navigateur LS. Donc, ça ira très vite et tout ça, et ça va passer. Puis d'un coup, vous les lancez sur votre grille et puis ça va péter sur votre navigateur Android. Ça va péter sous IE6, sous IE7. Et à débugger, c'est pas super facile. Une autre problématique de Selenium, c'est qu'il faut maintenir votre grille de navigateur à jour. Parce que Selenium, c'est un serveur sur lequel on enregistre des navigateurs qui va piloter à distance. Et le truc, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une mise à jour d'un navigateur, il faut maintenir. La réponse à ça, c'est d'utiliser Selenium as a service. Et donc, j'en connais deux, il y en a sûrement d'autres. Mais il y a BrowserStack et Sauce Labs qui sont des gros services. Ils ont chacun leur avantage et leur inconvénient. Je vous laisserai les découvrir en temps voulu. Et à partir du moment où on a des tests fonctionnels, on peut essayer de tester la régression visuelle. La régression visuelle, c'est le fait qu'on a touché le CSS de la page de contact et que de la page d'accueil et que ça nous a pété la page de contact. Et ça, généralement, on ne s'en rend pas compte, sauf si on met de la régression visuelle. Donc, l'idée, c'est d'avoir une base de screenshots de notre API. Donc, ces copies d'écran qui sont l'état actuel. Et on lance notre nouvelle stratégie. Et ça va comparer les nouvelles copies d'écran avec les anciennes. Et ça va nous mettre en... Alors, honnêtement, entre les deux images qu'il y a là, qui sont superposées, en fait, un humain, il ne s'en rend pas compte. Surtout s'il y a plusieurs images à la suite. Des fois, on a des séries de 300 screenshots. On ne peut pas se rendre compte d'une petite différence. L'avantage de ces outils de régression visuelle, c'est que, comme il compare, il va mettre en surbrillance les problèmes qu'il a trouvés. Là, le bouton, il a été un tout petit peu décalé. C'est pas très grave en soi, mais au final, il y a eu un impact là-dessus, et si c'est pas ce qu'on a modifié, ça doit nous mettre la puce à l'oreille que potentiellement on a un problème. Donc, pour cela, il y a Phantom CSS, quand on fait des tests en Casper. C'est plutôt cool, c'est un peu long, parce que la comparaison d'images, elle est faite en JavaScript et que la ligne est moyen performance. Mais franchement, c'est cool. Hein. Il y a un gars là que j'ai rencontré ce week-end qui a fait du Vue.js, et il utilise Imagic derrière. Là, par contre, ça trace, mais vraiment. Il avait 350 screenshots, je crois, et en moins de 5 minutes, il avait l'ensemble de ses diffs qui étaient là. Avec Phantom CSS, j'avais pas l'impression qu'on allait à cette vitesse-là. Et il y en a un que j'aime bien, parce que je le suis depuis un petit moment, et le pire, c'est que je m'en suis même pas servi. Mais je trouve qu'il est plutôt sympa, parce qu'il gère plusieurs environnements, il gère plusieurs navigateurs, enfin, il répond un peu à tous les problèmes qu'on peut se poser dans ce cas-là. Il s'appelle VIF, VI2F, il y a le lien ici. Et si vous voulez avoir la liste de tous ceux qui existent,
sur le blog de Phantom CSS, le dernier lien, il décrit un petit peu les problématiques des tests de régression visuelle et l'ensemble des services qui proposent ça. Et quand on fait nos tests fonctionnels, parce que c'est des tests fonctionnels, on peut avoir besoin du back-end, du serveur. Donc à ce moment-là, pour votre développeur front, ou pour vos développeurs front, il est important de pouvoir leur fournir un environnement de test. Et à partir de là, l'idéal, c'est que vous ayez des règles de provisioning qui permettent de booter une nouvelle machine et de lui dire, bah, t'installes ça. L'automatisation, c'est vachement important en fait. Donc ça nous permettra de mettre dans le siège. Et t'inquiète pas, j'arrête. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là, enfin ces deux parties, parce que c'était des tests? Ouais. Parler de SaaS. Oui. Et comme ça, chez toi, ça permet de gérer ou c'est du SaaS? En fait, Selenium, quand vous le gérez sur votre ordi et que vous lui dites installe-toi et utilise le navigateur que j'ai là, ça se passe pas trop mal. Quand vous commencez à avoir une grille un peu grosse avec plusieurs versions d'OS, plusieurs versions de navigateur, ça commence à être vraiment galère à maintenir. Et donc, la solution, c'est d'aller voir ces gens de Sauce Labs ou BrowserStack. Et soit ça nous permet de tester un service qui est déjà en ligne, accessible par Internet et il n'y a rien à faire, soit ils nous fournissent de quoi faire un tunnel. Donc, on encrypte une connexion entre notre infra et l'infra de test, qui est même pas chez eux. Ils bootent des machines, et à partir de là, si on doit tester à travers un tunnel, ils vont mettre le tunnel dedans, et on a un tunnel entre chez nous et la machine de test. C'est même pas évident. Ouais. Et du coup, pour des outils qui justement permettent de gérer une grille un peu sympa. Que celles qui sont Sauce des BrowserStack, je n'ai pas des choses à mettre à la maison. Non, Selenium, on peut l'installer directement, c'est un truc en Java. Oui, je sais bien, mais c'est pas l'avenir à maintenir. J'ai pas l'impression que ce serait très compliqué à faire. Après, il y a quand même des boîtes où c'est leur seul boulot et ils commencent à être pas mal nombreux. Mais de premier abord, ça n'a pas l'air d'être super compliqué. Il faudra un proxy et à partir du moment où on met une requête dessus, s'il n'y a pas de session d'attribuer, on va booter la machine qui va bien. Mais je connais rien en tout cas d'open qui le fait. Ouais. Est-ce que Karma, comme BrowserStack, permet de tester sur différents OS dans des machines virtuelles? Non, Karma, c'est pas du tout son but. Karma, son but, c'est d'avoir un endroit sur lequel tu enregistres les navigateurs, qui sont les tiens, c'est toi qui vas faire la démarche de le faire. Après, peut-être qu'on peut le faire avec des outils du type testing ou testing. Peut-être qu'il le prend en compte et dans ce cas-là, il va provisionner des machines virtuelles, mais le principe de Karma, c'est que c'est ta responsabilité d'envoyer les browsers sur le serveur, et à partir de là, t'envoies la commande au serveur lancer les tests. Mais après, je peux me tromper, c'est comme ça que j'ai compris. J'utilise plutôt un runner avec Mocha et Sauce Labs, de manière générale. C'est bon? Et donc maintenant, on va voir comment intégrer tout ça dans les outils. Enfin, dans vos outils. Parce que là, c'est cool, j'ai raconté ma vie. Merci de m'avoir écouté. C'est Nancy qui n'est pas content parce qu'il a raté la séance. Sinon, pour intégrer dans les outils, la première des choses, donc les problématiques qu'on a dans le front, c'est pas forcément facile. Les problématiques que vous avez dans vos métiers respectifs, c'est pas forcément facile. Donc la première chose à faire, c'est de mettre un README à la racine du projet. Ça a l'air d'être très con, hein. Mais quand le README il est avec le code, et ben la première chose qu'on fait, c'est qu'on ouvre ce README et puis tiens, les instructions elles sont là. Et si vous gérez ça dans un wiki, c'est tout à fait louable de le faire. Dans le README, mettez juste le lien du wiki. Ça coûte rien. Juste le mec qui arrive, il sait par où attaquer. Après,
Donc comme on est au Jug, j'ai plutôt fait pour m'intégrer dans du Java. Et donc dans les builds Maven et Gradle, il y a deux liens qui sont là et qui donnent toutes les étapes. Ça va de comment on met dans Maven l'installation de NPM et comment on fait pour installer tous les plugins qui vont bien. Et tous les paquets au moment de la build, à comment on lance nos commandes bref. Alors, spoiler, c'est juste une tâche exec. C'est rien de plus que ça en fait. On lance, on processe. Donc là, c'est vraiment bien détaillé. Si vous avez besoin, sinon après, je suis disponible sur Twitter en live derrière aussi pour les questions, mais de manière générale, je pense que tout est bien décrit là. Enfin, en tout cas, je m'en suis servi et ça s'est bien passé. Alors, une des problématiques que j'ai pu avoir, c'est que le serveur d'intégration continue était avec un très vieil OS et que Node n'était pas précompilé pour ça. À part ça, ça va. Si vous êtes dans une boîte qui a évolué genre depuis 1994, normalement c'est là. Désolé. J'avais dit pas de problème. Et un autre truc qui, pareil, ça paraît débile, mais c'est un peu du bon sens. Comme on a plusieurs écosystèmes à gérer, soit on utilise un makefile, et dans ce cas-là, on fait make, install, make, start, tout ça, et ça lance nos bonnes commandes. Soit on fait des scripts. Alors, si c'est dans le monde Java, utilisez du Groovy, il n'y a aucun problème. Sinon, si vous laissez faire ça au front, il va juste utiliser du Node.js. Mais c'est pas grave, c'est très bien aussi. De toute façon, c'est juste pour orchestrer le fait de lancer des commandes. Lancer du Maven et du Gradle. C'est juste super facile. Et si vous avez la chance d'avoir vraiment personne sous Windows, dans ce cas-là, faites du bash. Le bash, ça marche. Donc voilà. Et l'avantage de ces petits sites qu'on peut avoir dans un petit dossier bin, c'est que dans votre serveur d'intégration continue, la première tâche qu'il va y avoir, c'est bin install. Hop, du coup, ça installe. La deuxième tâche, c'est bin start. Et hop, il nous démarre le serveur. Alors, vous pouvez même lui passer des options avec environnement test. Hein. Enfin, il paraît que ça prend les options, les lignes de commande. Et puis derrière, vous lui mettez un bin test, et hop, il va lancer les tests, vous aurez votre résultat, et puis vous débuguez en local votre script si jamais vous avez des problèmes. Mais l'avantage, c'est que tout le monde va lancer les mêmes tests. Tout le monde va lancer la même chose. Et on n'aura pas besoin d'aller dans la config de Jenkins, copier-coller comment on démarre les tests. Et puis un que j'aime bien, c'est bin release. Ça permet de créer le projet, faire la build et tout ça. Et à la fin, pour le front, on sort un tar.gz qui va être donné sur le CDN. Hop, juste super simple. Et on sort un war ou un jar, ou je sais pas quoi. Et hop, on va le donner à manger au serveur d'application. Voilà, c'est terminé. Merci à vous. Et si vous avez des questions, c'est maintenant ou avec. Ah non, il n'y a pas de questions. Vous avez juste une question? Ah, pardon. Juste, mais une bonne pratique pour justement l'industrialisation de ça, je dirais, le dev, il livre du JS en méthodique. Ouais. Et le Jenkins, lui, il chope ça, il le met en test, et à la fin, il dépose sur le CDN un tar.gz avec. Alors en fait, j'utiliserai la pipeline de Jenkins. Et le premier truc, c'est que je fais les tests unitaires des deux environnements qui se mettent les uns à la suite de l'autre. Parce que quand on fait du test, il faut qu'il y ait un retour ultra rapide. Mais vraiment, enfin, là, je discutais le week-end dernier avec des gens qui me disaient qu'ils faisaient leurs tests fonctionnels tous les soirs et qu'au final, c'était une équipe un peu conséquente. Et ce qui fait que le matin, il y avait des tests qui avaient pété, mais personne n'en avait rien à faire parce que c'est peut-être pas moi. Donc il faut que le test soit le plus rapide possible, le retour du test soit le plus rapide possible. Donc test unitaire d'abord. Ensuite, une fois qu'on a nos deux tests unitaires qui sont là, lancer le provisioning d'une machine et faire du test fonctionnel. Et à partir du moment où on a le test fonctionnel qui passe, on peut réaliser et le code Java et le code front. Et là, la dernière étape de build, c'est faire un tar.gz pour le front et faire ce que vous voulez pour
pour votre langage de prédilection. C'est comme ça que je vais mettre en place aujourd'hui. Oui, juste parce que c'est. Moi, très clair quand tu dis Java. Pas que c'est mieux, mais c'est plus clair conceptualisé, c'est que Monday livre des points Java. Et après, finalement, le logiciel livre du Java. Et ça, qui est mineur en fait. Mais là c'est pareil. On livre du JS, du CSS, des images. Et au final, l'usine logicielle, elle va sortir un tar-GZ. Oui. Et juste entre les deux, on a besoin de toutes les sources pour pouvoir les tester. Et on a besoin aussi de plusieurs navigateurs pour pouvoir les tester. Donc en même temps, on a des problématiques différentes. Il y a Henri Gomez qui avait fait une thèse super intéressante où lui, sa problématique, c'était, je ne sais plus combien, ils avaient 32 builds, je crois. Parce qu'ils avaient des OS différents, dans avec des architectures différentes. Et au final, bah, c'est un peu ce genre de problématique qu'on a. Entre l'implémentation, la destination, c'est vraiment, ça peut être différent. Et il peut y avoir des bugs qui sont là pour qu'on n'a jamais vu. Tu as dit plusieurs fois, et on a vu en fait que pour l'instant vous avez un environnement pas forcément très mature, qui est encore en train d'évoluer beaucoup. Il y a toujours 3-4 outils, 5 outils, 10 outils pour faire chaque chose. Est-ce que tu as l'impression qu'on va vers une maturité un peu générale, vers une uniformisation, ou est-ce que justement du fait que chacun va faire ses choses, on va avoir de plus en plus d'outils et de plus en plus de façons de bosser? Et qu'est-ce que tu penses de l'un ou de l'autre? Enfin, vers quoi tu penses qu'il faudrait que le front-end aille? C'est bien compliqué. Alors. Tu peux répondre, Bernard. Non, ce sera pas là. Enfin, j'espère. Sinon, je vais l'échapper. Donc, déjà, il y a plein d'outils parce qu'il n'y a pas une communauté JavaScript. Il y a des gens qui font du JavaScript et qui ont tous des parcours un peu différents. Il y a des gens qui viennent en Ruby, ils veulent absolument faire du CoffeeScript parce qu'ils ont l'impression que ça ressemble à ce qu'ils font en Ruby. Et au passage, si vous avez l'occasion de ne pas faire du CoffeeScript, s'il vous plaît, n'en faites pas. Donc, ces gens-là, ils vont plutôt avoir tendance à vouloir utiliser ça, à vouloir recréer l'asset pipeline qu'ils ont dans Ruby, au même titre que les gens qui viennent du PHP, ils vont vouloir découper ça dans des bundles. Et on a chacun notre vécu, chacun notre histoire, et vu que le front, c'est pas quelque chose, j'allais dire qu'il peut évoluer tout seul. Si ça peut évoluer tout seul, on voit de plus en plus des applis back-endless, mais d'un autre côté, on est obligé d'être dans un autre écosystème aussi, ce qui fait que je pense pas qu'on s'uniforme. Je pense qu'il va y avoir des choses qui vont émerger. Je pense qu'on va réussir au final à avoir le meilleur des différentes communautés, mais ça va prendre vraiment du temps. Et à chaque fois qu'on cherche une réponse sur un sujet, on va voir, comme je disais tout à l'heure sur les mocks, la personne qui a fait Mockito.js, c'est juste un port en Java de ça, ou le moteur template Twig qui a été porté en JS et qui s'appelle Swig, et au final, c'est une réponse pour les gens qui font du Python ou du PHP. C'est pas forcément la réponse qu'on va avoir, parce que quand on est dans le navigateur, Swig c'est beau, et si on est sur le serveur, c'est plutôt cool parce que c'est super puissant. Donc c'est tout ça qui rentre en ligne de compte. Et on a tous des contraintes différentes. Le mec qui fait de la télé connectée, il ne pourra pas avoir les mêmes outils que le gars qui fait juste du desktop, je pense. Et selon toi, est-ce que le fait que le seul langage front-end JavaScript, il y en ait des bouquins complets qui disent qu'on peut utiliser ça dans JavaScript, c'est de la merde, ça va pas à un moment juste écrouler ce truc-là et qu'il faudrait peut-être... Non, en fait, ça c'est bon, c'est réglé. Alors, je sais que dans la tête des gens, ça n'allait pas, mais en fait, JavaScript a une histoire. C'est un truc qui a été inventé en 10 jours. Donc, je ne sais pas si on peut vraiment créer un bon langage en 10 jours. Mais... Et puis, depuis, il a évolué. Et là, en fin d'année, on standardise ES6, Harmony. Et à partir de là, la plupart des ennuis sont corrigés. Un deuxième truc, avec l'écosystème actuel, c'est qu'on a des browsers qui se mettent à jour tout seuls.
Donc le côté IE6 qu'on se paluche depuis 1999 et qui à l'époque était un excellent browser. Vraiment, à l'époque c'était un très très bon browser. Juste, maintenant on est en 2014. Il y a 15 ans. Et est-ce que vous connaissez beaucoup de trucs d'il y a 15 ans qui sont toujours des bons trucs? Windows XP, mais... BI. Ouais, BI. Et on utilise Vim. Non, ce que je veux dire, c'est que maintenant ça se met à jour, les specs vont suivre, les implémentations vont suivre, et on s'harmonise. Donc, ce genre de problématique, à mon avis, elle n'est plus d'actualité dans 2 ans. Enfin, à la condition que les boîtes qui utilisent toujours Windows 6 qui acceptent d'installer un deuxième navigateur. On voit des plus en plus aussi web, on a fait elle est faite pour un navigateur conforme. Parce que la propre, plus Dans ce cas-là, je change d'appli. donc, est-ce qu'il vaut mieux essayer de faire fonctionner notre appli avec beaucoup de navigateurs, quitte à ce que les articles soient fonctionnalistes, qu'il y ait des bugs, ou se limiter à 3-4 navigateurs en disant sélectionner parmi ces 3-4 navigateurs qui soit une expérience vraiment plus possible. Non, on a déjà vécu ça. Et ça s'appelle IE6, on se le ferait encore. Ou, comme je le disais, c'était vraiment un très bon navigateur. Se développer sur IE6, Non, c'était cool, c'est lui qui a introduit XML HTTP Request. et aujourd'hui ça fait un peu mal, et c'est pour ça que moi j'aurais tendance à dire, et mon appli pour 3 navigateurs, le 11, Firefox, Chrome, et le reste, pour vraiment essayer d'apporter du capital. Oui, ça dépend un peu de quelle appli tu parles, mais après ça ne choquera personne s'il faut utiliser un de ces trois-là. Alors, désolé pour les gens qui utilisent Opera, hein, mais tu ne seras pas le seul à le faire. De toute façon, ils sont passés à WebKit, là, Opera. Ouais, les Safari est sous WebKit et Chrome est sous WebKit, enfin était sous WebKit, et pourtant les deux pouvaient avoir des différences. Le Motor.js qui n'est pas le même nom. Ouais. Donc il y a quand même des choses qui vont être impactées, c'est pas la même version, ça va pas être patché pareil, enfin, il y a plein de choses qui vont... Ça doit quand même limiter un minimum la variation. Et d'un autre côté, Chrome est passé à changer de moteur rendu aussi. Oui. Donc voilà. Après, le fait de développer que pour une plateforme, ça peut avoir du sens, selon l'audience et selon ce qu'on veut faire. Juste, il y a... C'est Walmart, je crois. Prenez ça avec des pincettes au niveau du nom, mais je pense que c'est Walmart qui a expliqué que 53% de ses achats en ligne passaient par du mobile. Et à partir de là, si vous voulez supporter que Chrome, allez-y. Mais d'un autre côté, vous avez 53% des utilisateurs de mobile qui ne pas sur votre site. Tout dépend du but en fait. Si l'audience est large, vous voyez large en termes de navigateur. Si l'audience c'est un intranet, on s'en fout, peut-être du web. Enfin, peut-être du Chrome. Ça marche bien. Et contrairement du coup à développer un seul site pour tous les navigateurs, est-ce que tu as déjà vu du coup un site identique mais développé différemment pour chacun des navigateurs justement? Ouais, alors il y a effectivement deux approches. On va pas tellement se baser sur le navigateur, même si c'est compliqué là. Donc il y a plusieurs approches. Il y a l'approche, on va faire quelque chose de responsive et en fonction de ce qu'on va avoir comme device, on va avoir une réponse qui va être la même mais qui va s'afficher différemment. Donc ça c'est l'approche responsive. La deuxième c'est d'avoir un site différent pour les mobiles et d'avoir un site pour les desktops. Là c'est quand on n'a pas les mêmes informations à afficher parce que c'est un site éditorial par exemple. Un site éditorial, un journal ou d'autres. Sur le desktop, ils ont un historique, ils ont un gros truc, un gros bousin, et puis ils vont afficher 15 milliards de trucs, et pour le mobile, il faut optimiser parce que les latences ils sont trop grandes pour que ça marche. Donc à ce moment-là, il y aura un site mobile et un site desktop. Après, il y a des approches qui sont beaucoup plus barbares, et qui consistent à dire, en fonction du serveur, j'ai tel ou tel équipement cible. Et à partir de là, j'ai une build qui est pré-packagée pour lui. Et
c'est franchement l'idéal parce qu'on ne fait transiter par le réseau que ce qui est nécessaire pour la plateforme. Par contre, à développer, je pense que ça doit être marrant. Et quand on travaille sur des mobiles et qu'on a des problématiques un peu lourdes, ça peut être une solution. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question? Ouais. Faire ainsi, ça évite aussi de tenir deux sites en même temps, le site mobile et le site. Oui, il y a ça. Après, effectivement, il y a... Faire un seul site, ça veut dire qu'on va afficher les mêmes informations aussi sur le desktop que sur le mobile. Et selon les utilisations, on ne va pas avoir... Enfin, ça dépend vraiment du contexte, en fait. On va cacher des éléments lorsqu'on change. Si, mais est-ce que tu as envie de charger des images qui font potentiellement plusieurs kilos, voire mégas, sur un réseau mobile en Edge ou au fin fond de la forêt amazonienne? Pas forcément. Donc effectivement, ça a du sens, mais peut-être qu'aujourd'hui, ce qui a le plus de sens si vous faites une application, je ne parle pas d'un site pour du contenu, mais plutôt une application web, c'est d'avoir votre API au centre et de servir des versions packagées pour les mobiles et pour le desktop. Parce que ça va être deux utilisations différentes. Sur rien qu'en termes d'ergonomie, on n'a pas les mêmes paradigmes d'un côté et de l'autre. Donc après, c'est si votre API est full JS. En tout cas, aujourd'hui, je pense que c'est ce vers quoi je vais me tourner de plus en plus. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, il vaut mieux attendre qu'une fonctionnalité, qu'une proposition de fonctionnalité soit certifiée par W3C, par exemple? Parce que si on prend l'exemple de Speedy, qui permet d'encapsuler donc pour une seule requête, pour faire tout à fait info, celle qui est proposée par Google, ça va être en droite sur W3C depuis quelques années, ça va être supporté par un navigateur. Ce qu'il faut essayer de l'utiliser, quitte à avoir deux versions différentes de son compte, ou attendre vraiment que ce soit standardisé partout. Et ben, ça dépend si on passera plus de temps si on l'utilise, on passera plus de temps ça fonctionne sur le compte. Ça dépend si tu en as besoin. En fait, si tu as l'API, je vais reprendre l'histoire de l'API de batterie, par exemple. Si tu as besoin d'y accéder, il faut le faire. Si tu as besoin de cette information, au pire, tu fais un fallback. Bon, bah, j'ai pas pu la récupérer, on est à 0. Après, utiliser une API juste pour dire je l'utilise, il n'y a pas forcément de sens. Et pour le cas de Speedy, je dirais que si tu suis déjà les règles que j'ai données, là, tu seras pas mal. Derrière, tu fais passer un speed test. J'ai même oublié le nom des extensions, mais Yahoo en a une qui est de Wiselo, et il y en a une aussi en Chrome. Si tu fais passer ça et que tu suis les recommandations, tu n'as pas besoin d'aller à ce moment-là. Après, si jamais ça te fait plaisir parce que tu as envie de regarder comment ça marche, vas-y. Mais il va falloir maintenir. Commencer une requête. Oui, c'est la partie latence. Mais cette partie qui est latence, au pire, dans le cas, si tu as bien optimisé, tu vas avoir un fichier CSS, un fichier JS et ton HTML. Ok, tu vas avoir la latence réseau 3 fois. Ça va. Il vaut mieux dans ce cas-là optimiser ta page au chargement pour qu'elle affiche juste ce qui est nécessaire. Et là, j'ai des gens à te conseiller à lire, si jamais t'as envie. Et pour optimiser juste la partie visible, plutôt que de passer du temps à essayer d'optimiser sur cette latence de 3 fichiers. Mais si tu as des ressources infinies, vas-y. Ouais. Je voulais savoir ce que vous pensez des frameworks un peu tout en un, comme AngularJS, ce genre de truc, parce que quand on est débutant aussi, c'est bien, ça va faire plein de choses. Et... Ouais, alors, je sais pas si tu l'as fait exprès, mais Angular, c'est le genre de sujet sur lequel j'aime bien affoler. Google, je suis pas le seul, mais peu importe. Alors, ces frameworks-là, ils vont répondre à des problématiques de single page application.
Si jamais tu veux pas faire une appli qui est toute gérée dans le browser et parler à une API, franchement, c'est pas ça. Si maintenant ton appli elle doit toujours tourner dans le navigateur et que tu consultes une ou plusieurs API derrière, ça a du sens. Et ça permet d'avoir ton appli web qui est un énième client de ton API, au même titre que ton appli mobile ou autre. Donc ça, c'est plutôt cool. Pour le référencement, si c'est un site de contenu, ça marche pas. Donc voilà. Après, dans les frameworks, si la question c'était sur lequel tu partirais, alors Angular, les gens qui font du Java, ils aiment bien en général parce qu'ils ont des mots qui leur rappellent leur quotidien. Genre injection de dépendance, tout ça. Les gens qui font du JS, je vais rien dire parce que moi, j'ai l'impression d'avoir passé 10 ans à apprendre des mots du JS, à savoir comment ça marche et tout. Et qu'Angular, il arrive et puis c'est pas qu'il remet en cause mes bonnes pratiques, c'est qu'il remet en cause le navigateur, quoi. J'ai vraiment l'impression qu'il va à contre-courant. J'ai envie de dire comme un saumon, quoi, mais c'est. J'ai pas l'impression que ça réponde à ma problématique. J'ai toujours peur qu'il me pète à la gueule. Mais c'est ma vision personnelle. Aujourd'hui, ce qui me semble répondre le mieux aux problématiques, c'est React. Et ça fait pas très longtemps que j'ai eu cette réflexion-là, tout simplement parce que tous les autres proposent un pattern MVC, et honnêtement, j'y crois pas pour le pattern MVC. Je ne pense pas que ce soit la solution. Et la preuve, dans tous les patterns MVC, après, on rajoute une couche avec des events pour communiquer avec un broker ou un event dispatcher, une façade, plein de trucs qui peuvent répondre à d'autres problématiques d'organisation. Et React, dans l'idée, déjà, il optimise les reflows et repaint. Donc ça, c'est plutôt cool. Et c'est pour il n'y a pas de coût. Et en plus de ça, il préconise qu'on tourne dans un seul sens. C'est-à-dire qu'à chaque modification, on publie auprès d'un dispatcher. Et ce dispatcher va dispatcher à tous les modèles. Et on n'est pas dans un pattern MVC ou MV étoile. D'ailleurs, MV étoile, c'est comme ça qu'ils appellent le MVC dans le front. C'est parce qu'on ne sait même pas comment on peut l'appeler. C'est pas vraiment un MVC, c'est pas modèle du modèle, c'est étoile. Donc ça montre qu'il y a quand même un problème de conception à la base. Et React, j'ai l'impression qu'il répond à ça. Mais encore une fois, demain, il y aura peut-être une autre réponse. Là, aujourd'hui, c'est comme tout, on n'a pas de réponse idéale. Ouais. J'avais une question qui vient d'Internet. Précise, c'est important. Okay, tu demandes pour un ami. Voilà, c'est ça, exactement. Je demande pour un ami. Attention. La question, c'est par rapport à ce que tu disais tout à l'heure au niveau des tests, Selenium ou autre, est-ce qu'on peut tester en environnement hostile du Flash, du Applet, des trucs comme ça? C'est un environnement hostile, quoi. Celle-là, je sais très bien. Ouais, ça marche. À condition que votre applet soit signé, que votre navigateur soit pas X ou Y, que votre grille Selenium soit dans la version avec le bon petit point là. Enfin, franchement, si vous avez envie de le faire, allez-y, éclatez-vous et laissez-moi un retour d'expérience, passez là pareil. Mais je pense qu'il y a matière à en parler pendant au moins 2 heures. Du peu que j'ai testé, ça marche, mais pas partout. Et on a toutes ces problématiques de mon certificat est signé ou pas. Alors déjà, rien que quand on fait du HTTPS, selon le browser, ça va marcher ou pas, on va pouvoir le bypasser ou pas, l'avertissement. Et en plus, on a les problèmes, les contraintes de sécurité et de sandboxing générales quand on fait du Flash. Et puis il faut que sur la grille Selenium, on ait des plugins d'installer Flash aussi. Donc Flash, j'ai pas testé, j'ai testé des applets, et franchement, c'était un peu compliqué. Merci à toi, Internet. Allez, encore une question, et puis après on ira peut-être. Maintenant, il y en a 2. Bon, allez, je commence par le haut et on va finir en bas. Question. Le Windows 3.9, ça permet pas justement de régler le problème des changements du page avec. Non. Parce qu'en fait, le Windows Unload, ça va être lancé. Alors, déjà, il ne faut pas utiliser Unload, il faut utiliser DOM-Ready. Et
dans 3 mois ou 6 mois ou 8 mois, il ne faudra plus utiliser ça, il faudra utiliser Web Components Ready. Voilà, ça va déférer l'exécution, mais pas l'interprétation de ton JS. Donc, quand tu vas charger ton JavaScript, ton navigateur s'arrête parce qu'il interprète ce qu'il y a dans ton JavaScript. Et à partir du moment où il l'a interprété, il lancera l'exécution ou pas. Mais le fait d'utiliser un onload, c'est juste que tu exécutes le fait de rajouter un callback sur le onload. Donc il est obligé d'attendre d'avoir exécuté tout son JS. Et à partir de là, ça devient... c'est bloquant quand même. Après, ça ne t'empêche pas de mettre un async égale true dans ta balise. Et là, ça va déférer, ça va continuer de changer de base. Mais bon, ce ne sera pas compris par. Tu as un avis sur les web components? Ouais, c'est cool. Non, mais tu penses que ça va. Marcher, toujours, je reviens dessus de web là, et il y a un type qui a présenté ça. Raphaël, si tu nous écoutes. Il a fait une ligue qui s'appelle Bosonic. Alors aujourd'hui, juste en résumé les web components, c'est le fait de pouvoir définir des custom tags. Donc je vais pouvoir définir dans mon HTML un tag qui va s'appeler chat, et hop, ça va me faire un hangout. Et c'est juste génial. Et ça, je les importe à partir d'un fichier HTML qui peut être donné, qui peut venir de n'importe où. Donc c'est plutôt pas mal. Juste les implémentations qu'il y a aujourd'hui, il y a Brick de chez Firefox, enfin Mozilla. Et Brick, ça n'utilise pas du tout le formalisme d'aspect. Donc il faut tout écrire à la main, et le jour où les vrais web components arrivent, bah, c'est cool, mais on fout trop la poule. Ensuite, il y a Polymère. Polymère, ça utilise un peu plus, mais c'est pas 100% compliant avec l'aspect. Et de l'autre côté, il y a Bosonic, donc, qui est sorti par Raphaël, qui donc, lui, a pris un autre parti, c'est d'utiliser l'aspect exactement. Et on la compile, et ça se transforme en un fichier JavaScript et en un fichier CSS. L'avantage, c'est que ça marche dans nos browsers aujourd'hui. Et en plus, demain, quand les web components seront là, bah, il suffit d'utiliser le même fichier qu'on a. L'inconvénient qu'on a avec cette approche-là, c'est que si les specs évoluent, il faut faire évoluer l'outil. Mais, a priori, c'est quand même pas mal. Et Google pousse pas mal les web components. Pour reprendre le troll sur Angular, je pense qu'au final, les directives d'Angular, qui sont un peu sa force, vont se transformer en web components. Et alors ce jour-là, tous les gens qui sont avec du Angular, bon courage pour migrer. Pardon, j'avais dit que je trouvais. Et voilà, donc les web components, j'y crois. Je pense que ça va arriver et que c'est vraiment... Et franchement, c'est super cool pour la réutilisabilité. Ça isole les contextes, donc on se retrouve à pouvoir prendre une librairie sans trop se dire est-ce que d'un point de vue sécurité ça va me poser problème avec le reste, c'est isolé. Ça a accès que à ce qu'on lui donne. Donc moi j'y crois vraiment.